Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, quatrième volet de notre semaine sur les transferts d'argent. Notre dossier du jour qui sera consacré au mobile money. Au programme également de cette émission, en Gambie, les députés ont adopté mardi une loi supprimant la limite d'âge à 65 ans pour les candidats à l'élection présidentielle. Et en Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Basogo poursuit sa tournée dans le pays. Il a notamment annoncé un soutien particulier au secteur touristique. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Orphée Massamba, vous êtes consultant en stratégie, bienvenue. Merci, bienvenue. Et avec nous également nos éditorialistes, Malik Acha, bienvenue. Merci Fanny, un plaisir de vous retrouver et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'actualité du jour. Les députés gambiens ont adopté mardi une loi supprimant la limite d'âge à 65 ans pour le président et le vice-président. Cette limite d'âge avait été fixée après révision de la Constitution en 1997. Sa suppression intervient après la contestation de la nomination par le président Adama Barrow comme vice-président de Fatoumata Diallo Tambajang, âgé de 68 ans. Clément Joël-Soala. Le Parlement gambien a adopté mardi 28 février avec une majorité écrasante une loi constitutionnelle supprimant la limite d'âge des prétendants à la magistrature suprême et à la vice-présidence. La précédente limite de 65 ans avait été fixée par la révision constitutionnelle de 1997. Ce changement intervient suite à la nomination de Mme Fatoumata Diallo Tambajang, âgée de 68 ans, au poste de vice-présidente. Contesté dans ce choix, le nouveau chef de l'État gambien, Adama Barrow, s'était vu obligé de nommer le 21 février Mme Diallo Tambajang, ministre de la Femme, avec mandat de supervision de la vice-présidence. Les observateurs pensent que la nouvelle loi pourrait permettre une nouvelle nomination de Mme Diallo Tambajang. Cette dame n'est pas n'importe qui dans l'environnement politique gambien. C'est une personne extrêmement importante, qui est très influente, qui a joué un rôle très important dans la lutte contre Yahya Jammeh. Et le poste, en fait, c'était tout à fait naturel. Il y a une sorte de consensus politique autour de cette modification-là. C'est véritablement pour permettre à cette dame de pouvoir justement prendre ce poste et jouer le rôle de vice-présidente pleine. La forte domination de l'Assemblée nationale gambienne par les députés de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la reconstruction, parti de l'ex-président Yahya Jammeh, n'a pas empêché le vote de la nouvelle loi. Par ailleurs, une autre loi repoussant l'âge du départ à la retraite des magistrats de 70 à 75 ans a aussi été adoptée le même jour. Je ne suis pas forcément sûr que les députés qui représentent le parti de Yahya Jammeh ont aujourd'hui intérêt à se faire remarquer parce que les choses changent. Le parti de Yahya Jammeh n'est plus dans l'air du temps. Il est sûr que si demain il y a des élections législatives, ils seront balayés. Est-ce que même quelque part ils n'ont pas accepté ça pour ne pas qu'il y ait des élections anticipées? Des analystes estiment que cette suppression de la limite d'âge des candidats à la présidentielle permet à l'historique opposant de Yahya Jammeh, Ousseynou Darboe, chef du Parti démocratique uni, de se présenter aux prochaines élections en Gambie. Ce dernier était lui aussi bloqué par la loi. Pour l'heure, il est l'actuel ministre des Affaires étrangères d'Adama Barrow. Malik, là, dans plusieurs pays, on a plutôt tendance à abaisser l'âge limite d'accès à des hautes fonctions comme la présidence de la République. La Gambie fait l'inverse. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de permettre justement à tous les citoyens, quel que soit leur âge, d'accéder aux fonctions suprêmes. Je pense que cette mesure est une bonne mesure. Je trouve qu'il ne faut pas, je dirais, mettre de côté une partie de la population. Alors certes, on aimerait justement dans la vie politique avoir une nouvelle génération qui monte. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut écarter pour autant les anciens. Je pense aussi que cette limite d'âge qui est maintenant abrogée permettra à des acteurs de la vie politique de ce pays de faire campagne et justement de proposer aussi une alternative à ce qui a été fait aux politiques qui ont été menées auparavant. Donc c'est une bonne chose. Vous savez,
Dans certains pays, dans certains régimes, on aime mettre des garde-fous. Parfois, c'est utile parce que certains dirigeants s'attardent au pouvoir. Alors, dans ces cas-là, c'est légitime de mettre une barrière et on dirait plutôt que c'est un garde-fou. Mais dans le cas de la Gambie, qui a réussi finalement un processus démocratique certes difficile, on a vu que Yahya Jammeh s'est maintenu au pouvoir malgré les résultats. Malgré cela, je pense que du fait de la maturité nouvelle de ce pays sur le plan démocratique, il n'y a plus de raison de mettre cette limite d'âge. Jean-Marie, la candidature de haute fonction, est-ce qu'elle n'a pas besoin quand même d'être encadrée ? Je ne pense pas qu'il faille encadrer. Vous savez, une constitution, c'est quoi, Fanny? Une constitution doit obéir à l'environnement du pays, que ce soit l'environnement sociologique et sociétal. Donc, à partir de là, dès l'instant, c'est vrai que, comme Malik vient de le souligner, nous déplorons souvent, si vous voulez, l'émergence d'une nouvelle classe politique, c'est-à-dire des jeunes. Donc, chaque pays, la constitution d'un pays, ce n'est pas quelque chose qui doit être copié obligatoirement ce qui se passe dans les autres États. On doit faire une évaluation, c'est-à-dire voir quelles sont les potentialités de ce pays-là. Et à partir de là, on ajuste. C'est une constitution, ce n'est pas quelque chose de figé. Une constitution, c'est un document qui est dynamique, qui permet en sorte qu'on fixe les règles, puisque la constitution, c'est la règle suprême de chaque État. Et donc, chacun des États doit se débrouiller en fonction de ses capacités et de ses potentialités. Donc, la constitution, vous avez dit en introduction, là, tout à l'heure, Fanny, tous les autres États abaissent, si vous voulez, cette limite-là. Et si le corps, si vous voulez, politique, dans le corps politique gambien qui a subi des secousses énormes, on en a parlé, c'est-à-dire durant les décennies sur lesquelles le président Yahya Jammeh est resté en place. Si maintenant le nouvel arrivant estime que, bon, je dois me reposer sur les gens d'expérience, vous avez des gens qui ont exercé le pouvoir, je dois me reposer sur les gens d'expérience, moi ça ne me gêne pas. C'est gênant de temps en temps quand on en arrive, comme justement Malik l'a souligné, quand on en arrive à des présidents qui se perpétuent au pouvoir pendant X temps. Dès l'instant que vous fixez des règles et qu'il y a cette alternance évidente là, et qui devient évidente et qui devient, comment dirais-je, la pratique, pour moi, ça ne me dérange pas que vous ayez un chef d'État qui ait 70 ans. S'il fait un mandat, s'il fait 2 mandats, qu'il laisse quelqu'un d'autre passer. Mais chez nous en Afrique, comme nous savons très très bien que la plupart de nos chefs d'État, c'est-à-dire s'éternisent au pouvoir, et c'est là où ça pose le problème, c'est que vous n'avez pas l'exercice réel de la pratique démocratique dans nos États africains. Merci. Dans l'actualité également, en Guinée équatoriale, le président Théodore Obiang Bassego poursuit sa tournée républicaine. Il s'est notamment rendu dans les districts de Kogo et Bini, situés dans la partie continentale du pays. Le chef de l'État y a annoncé le développement des projets d'infrastructure, mais aussi le soutien au secteur touristique. Reportage de notre correspondant Policarpo Edoumassa, commenté par Ibrahima Djoumaba. Reprise de la tournée républicaine du chef de l'État équato-guinéen dans la région continentale du pays. Le président Théodoro Obiang Bassego a rencontré les populations de Kogo et Mbini, 2 districts enclavés de la province du littoral. Durant la visite de 5 jours, le chef de l'État a exposé le processus de développement entamé par le gouvernement dans ces localités peuplées d'environ 28 000 habitants. Viene del tiempo colonial de la dictadura. La ville de Bini du temps colonial et du régime dictatorial n'est plus la même qu'aujourd'hui. Ce district a beaucoup progressé. Bini est devenu une attraction pour les visiteurs. Notre désir est de promouvoir son développement. Bini deviendra une localité émergente. Face à la récession économique que connaît le pays, le gouvernement veut faire du secteur touristique l'une de ses priorités. Au cours des 5 dernières années, des infrastructures se sont développées dans les localités de Kogo et Mbini. Pour le gouvernement équato-guinéen, le tourisme est un moteur pour le développement. Au niveau touristique, vraiment, il y a beaucoup d'avancées. Parce que pour le moment, jusqu'à présent, il y a même les gens, les touristes qui viennent de l'Europe, qui accèdent à Mbini. On ne peut pas se baser seulement sur le pétrole. Vous savez que le tourisme, ça fait aussi entrer beaucoup d'argent. Donc, dans ce sens-là, que le gouvernement est en train d'investir. En dépit des projets réalisés, les districts de Kogo et Mbini compteront bientôt de nouveaux sites touristiques, à savoir la construction d'un hub nautique sur la mer et un parc. Ces projets sont déjà en cours d'exécution. Malik, la Guinée équatoriale est le pays le moins visité d'Afrique, d'après un classement qui a été établi en 2013. Quelles sont d'après vous les raisons de ce non-attrait de la Guinée équatoriale ?
Les raisons, c'est une économie qui était et qui reste toujours entière. C'est-à-dire que l'effort qui a été mis en Guinée équatoriale pendant de nombreuses années, c'était l'exploration des hydrocarbures et donc ce qui faisait un peu la dynamique économique de ce pays. Alors, il y a un virage qui est en train d'être pris parce que je pense que comme tous les États pétroliers, il y a cette conscience que les ressources naturelles sont rares et elles subissent de plein fouet les cours internationaux. Donc, il y a une logique de diversification qui est la bienvenue pour ce pays-là. Maintenant, il faudrait justement avoir ce triptyque. Quand on parle de politique touristique, vous avez ce triptyque, c'est formation, capacité en termes de lits, c'est-à-dire construction des infrastructures, et le troisième volet, c'est communication. Comment rendre cette destination attirante et permettre aux touristes de venir dans ce pays qui est la Guinée équatoriale et qui possède des atouts formidables en termes de diversité. Alors justement, Jean-Marie, quels sont les atouts de la Guinée équatoriale? La Guinée équatoriale, si vous voulez, est au cœur de la grande forêt, si vous voulez, africaine en tant que telle. Il faut que nos États, je veux encore me refaire à Malik. Malik vient de parler là tout à l'heure, si vous voulez, de la pratique rentière de nos États. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'émergence de la Guinée équatoriale sur la scène économique internationale n'est pas aussi ancienne que ça. C'est avec le pétrole exactement que la Guinée se lance dans le développement économique du pays en tant que tel. Sinon, la Guinée avant, c'était un pays relativement pauvre. Donc, vous avez la volonté du président Nguema qui est arrivé là et qu'on a découvert le pétrole. Donc, on s'aperçoit maintenant qu'on commence à atteindre les limites de ce pétrole-là avec les fluctuations sur le marché international. Nous le disons souvent sur ce plateau. Il faut diversifier les économies africaines en tant que telles. La Guinée s'est lancée dans le domaine agricole de la diversification. Mais il faut que les États africains pensent à une chose, c'est que la seule richesse qui ne s'épuisera pas avec le temps, c'est quoi? C'est-à-dire c'est notre nature. Notre nature qui est favorable à l'installation des infrastructures touristiques qui permettent à l'Afrique, j'ai dit toujours sur ce plateau, quand vous regardez l'économie française, les gens croient que c'est avec les TGV, c'est avec, comment dirais-je, l'aviation, c'est avec l'agroalimentaire que la France gagne de l'argent. Non, le premier poste contributeur au PIB français, comment dirais-je, c'est le tourisme. Chaque année, le tourisme fournit à la France entre 80 et 100 millions d'euros, comment dirais-je, d'entrée. Nos États africains, on a encore toute la nature est là. C'est tout à fait pertinent de pouvoir se lancer dans cette industrie touristique-là qui pourra procurer des revenus à nos États, c'est-à-dire sur le long terme. Ne plus s'asseoir en attendant que oui, quelles sont les fluctuations du commerce international, quel est l'impact que ça va avoir sur nos économies, alors que le tourisme est là sur place. Et l'avantage, c'est que ça apporte effectivement des emplois. C'est un gisement d'emploi pour tous les États africains, dont les États africains qui en ont les capacités, qui ont les possibilités. On a vu ça il y a à peu près 2 décennies. Quand le Sénégal s'était lancé, comment dirais-je, quand vous avez énormément d'acteurs touristiques qui sont installés au Sénégal, l'économie sénégalaise se comportait relativement bien, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez un apport de devises étrangères qui arrivait dans le pays. Donc il faut que tous les États africains, ceux qui en ont la possibilité, qu'on puisse privilégier cette dimension-là, qui est la dimension touristique en tant que telle. Vous avez des tas et des tas d'États africains. Vous avez la forêt équatoriale qui est à découvrir en Afrique centrale en tant que telle. Donc, que la Guinée se lance là-dessus, pour moi, c'est une très très bonne stratégie à mettre en place, à condition maintenant que les infrastructures suivent. En fait, Massamba, que pensez-vous du potentiel touristique de la Guinée équatoriale? Oui, la Guinée équatoriale a un potentiel touristique évident. Pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit précédemment, j'aimerais souligner le fait aussi que c'est quelque part un point de vue très très sensible, celui du manque de vision, en fait, ou du manque de cohérence dans la vision. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que nos États comprennent qu'il est important de penser plus loin que ce qu'on a sous nos pieds, que les ressources du sous-sol. Et comme le soulignait à juste titre, les ressources touristiques sont aussi... ont aussi la capacité d'apporter une valeur ajoutée moindre, et non des moindres, à chaque pays africain, avant même d'aller encore plus loin que ce que représentent les ressources de connaissances.
Donc moi, j'irais même encore plus loin, c'est de dire que les ressources touristiques vont permettre déjà dans un premier temps de pouvoir faire en sorte d'amener des flux financiers et non plus seulement de se reposer sur des dons ou des investissements venus des différentes banques extérieures. Et de ce fait-là, chaque pays africain a déjà, de par ses dotations naturelles, que ce soit côtière ou en termes, je pense par exemple à l'Afrique centrale, en termes de faune ou de flore, des gisements et des merveilles qui ne sont pas présentes ailleurs. Et donc c'est aussi, je pense, un atout à effectivement utiliser à bon escient. Merci, nous allons marquer une courte pause. Dans la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.